Ok, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Thierry Champion de l'Université de Toulon qui va nous parler de transport optimal et de convergence d'algorithmes et estimation de convergence. Allez, à toi Thierry. Oui, alors bonjour. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. J'espère que tout le monde m'entend bien ou relativement bien. Donc, je vais parler d'un travail fait en collaboration avec Mario Bravo et Roberto Cominetti, qui a été commencé juste avant la pandémie au Chili. Voilà, je tiens aussi à les remercier parce que c'est très agréable de travailler avec eux. Alors, donc, il s'agit d'obtenir des bornes pour la convergence de méthodes de points fixes via du transport optimal. Donc, la première étape, je vais définir les problèmes de transport qui nous intéressent. Et en fait, on va définir une famille de distances sur n bar. Alors, n bar, c'est le complété de n auquel on rajoute le point moins 1. Pour tout entier n, on se donne une probabilité pi n qui est définie sur 0n. Et la distance mn entre deux éléments de n bar, c'est la minimisation de ce coût. Donc, on a une famille de problèmes emboîtés. Donc, dmn est défini à partir des dij pour i et j strictement inférieurs à mn. Et donc, on minimise le coût de transport de la distribution πm à la distribution πn par rapport au coût qui est donné par les distances i-1, j-1. Voilà, donc ce que j'appelle un plan de transport, donc la contrainte ici, Z, un plan de transport de πm à πn, ça signifie que quand on regarde la première marginale, donc si on somme les ZIJ à i fixé et sur j, on trouve la PIM, donc la IM coordonnée de la première marginale, et si on somme à j fixé, si on somme sur i, on trouve le coefficient de la deuxième marginale. D'accord? Et alors évidemment, tout ça, ça nécessite une initialisation, et l'initialisation est la suivante. Donc on dit que la distance de moins 1 à moins 1 est égale à 0, et la distance de moins 1 à n'importe quel autre entier est égale à 1. Voilà. Alors, pour l'instant, je dis que ce sont des distances, je le démontrerai après, ça, c'est pas évident. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, l'idée est la suivante, hein, dans ce type de problème, ce que représente, par exemple, Z00, c'est la quantité de la masse qui est donnée par la distribution πm au point 0 vers pi0n. Ici, on a Z01. Et le coût de ce transport-là, c'est le coût D-1, moins 1. D'accord? Donc, on regarde ici, le coût pour aller de 0 à 0, c'est D-1 à moins 1. Ici, c'est D-1 à J-1. D'accord? Le coût pour passer sur ce chemin-là. Pardon, je devrais faire ça peut-être comme ça. Voilà. Et donc, on a une famille de transports emboîtés de cette façon-là. Alors, je vais y revenir souvent dans la suite de l'exposé. Donc, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que puisque le coût ici de transport, donc ici on paye 0, et ici on va toujours payer 1, d'accord? Donc ici on paye 0 parce que c'est le coût D-1 moins 1 qui est égal à 0. Et pour toutes les autres branches, on va payer 1. Donc le coût la distance de 0 à n, ce sera 1 moins pi0n. Et ce qui nous permet aussi de voir que ces distances ici définies sur n bar dépendent de la famille de distribution qu'on s'est donnée au départ, dépendent de la famille πn. Et en fait, ce n'est pas dur de démontrer par récurrence que la distance de n à n est toujours nulle.
et la distance la distance enfin, DMN est symétrique en MN, d'accord? Ce qui nous permet d'espérer que ça sera effectivement une distance. Voilà. Alors, maintenant, donc, pourquoi ces quantités-là et pourquoi ces problèmes-là, pourquoi les valeurs de ces problèmes-là sont intéressants et quel est le lien avec les méthodes de points fixes? Alors, si on prend un convexe borné C dans un espace normé, et T une application contractante de C dans C, donc pour tout xy, T de x moins T de y en norme est plus petit que la norme de x moins y, on suppose que il existe un point fixe à T. Alors, si on a ces trois hypothèses-là, on peut se ramener au cas où le diamètre de C est égal à 1, d'accord, parce qu'on dit que C est inclus dans une boule centrée en x étoile. Et ensuite, c'est juste une remise à l'échelle de la norme qui permet de dire qu'on peut fixer le diamètre du convexe borné égal à 1. Et pour une méthode de recherche classique de points fixes de T, parmi les méthodes de recherche classiques, on a les méthodes itératives de type Krasnodębski-Mann, où on fixe deux points x0 et y0 dans C. Par convention, on dit que y0, c'est l'image d'un point comment dire, arbitraire x-1 ou d'un point imaginaire x-1. Et on définit la suite de manière itérative. Xn, c'est la somme des images par T des itérés précédents affublées du poids pi n. D'accord? Donc, on a une famille de poids. Pi n, je rappelle, c'est une probabilité sur 0n. On a, au moment où on veut calculer xn, on connaît les points précédents, on calcule leurs images et on les multiplie par le poids pi n chacun. D'accord? Donc, il y a beaucoup de méthodes de ce type-là. Donc, pour en donner quelques-unes, alors, juste ce cadre a été fixé par Mann, mais l'un des cas particuliers importants est celui qui a été étudié plus précisément par Krasnodębski, qui consiste à prendre xn est égal à 1 moins alpha n xn-1 plus alpha t xn-1. Donc, on fait une moyenne à l'étape n, on fait une moyenne entre le point précédent et l'image par t du point précédent. Mais si on regarde en termes de Pn, Pn, c'est juste 1 moins alpha n, la distribution précédente, puisque xn-1 a été calculé avec Pn-1, plus alpha n au point n. Donc, on met le poids alpha n au point n, et 1 moins alpha n fois le poids donné par Pn-1 à tous les autres points, entre 0 et n-1. D'accord? Donc, ça, c'est bien un cas particulier. On a aussi les itérés de Halpern. Donc, celle-là, elle consiste à garder cette information y0 et à faire une moyenne entre le point de départ, un point initial y0, et l'itéré précédent. Donc ici, Pn, c'est tout simplement 1 moins bêta n delta 0 plus bêta n delta n. D'accord? Et enfin, on a aussi les itérations d'Ishikawa, donc qui sont des itérations à deux étages. On ne calcule pas de la même façon les itérés pairs et les itérés impairs. Les itérés impairs sont obtenus à partir des itérés pairs par cette formule-là. Donc, les deux formules sont des itérations de Halpern, mais bon, si on regarde bien, les coefficients ne sont pas les mêmes. Et c'est aussi pour ça que ici, on se fixe x0 et y0 différents. Dans les itérés de Krasnodębski, en fait, x0 est égal à y0 ici. Voilà, donc ça, ce sont trois types de méthodes qui rentrent dans ce cadre, dans le cadre général. Et donc, quel est le lien avec les problèmes que j'ai définis tout à l'heure?
il est le suivant, c'est que pour tout m et n, on peut démontrer que la norme de xn moins xn est plus petite que la distance dmn, donc la valeur du problème de transport que j'ai écrit, que je vous ai montré tout à l'heure, et la distance entre un itéré et son image par t est plus petite qu'un reste Rn qui est défini de la façon suivante. Donc c'est la somme. Donc, ici, ce sont les poids pour xn fois les distances entre i et n. I et n plus 1, pardon. Alors, donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les dmn, ces coefficients que j'ai définis tout à l'heure, ne dépendent pas de t. Donc en fait, ici, ce qu'on est en train d'obtenir, ce sont des bandes qui sont universelles par rapport à grand T, par rapport à grand C. Et voilà, donc en fait, ici, on a une famille de problèmes de transport qui maîtrisent les erreurs, enfin les distances entre les itérés ou les itérés et leurs images. Alors, il se passe que l'étude de cette quantité-là est très importante dans l'étude de la convergence des méthodes itératives. Donc, le simple fait de démontrer que cette chose-là tend vers zéro, c'est ce qu'on appelle la régularité asymptotique, depuis des travaux de Browder et Petrishkin. Voilà. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on essaie d'obtenir. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de voir que ces restes tendent vers zéro. Alors, maintenant, pourquoi ces inégalités sont vraies? C'est assez facile à voir, hein, c'est assez immédiat. Donc, si on calcule la norme de xn moins xn, bien, on écrit juste les définitions, elles s'écrivent comme ça. On prend un transport, pardon. Si on prend ici un transport quelconque ZIJ entre PIM, enfin entre PM et PM, cette norme-là peut se réécrire sous cette forme-ci. Ensuite, on applique l'inégalité triangulaire. Ici, on utilise le fait que le T est contractant et on se retrouve avec cette inégalité-là. Et ça, évidemment, en prenant Z optimal, on va avoir que ça, c'est plus petit que dmn. Alors, cette preuve-là, en fait, elle dépend du fait qu'on a déjà démontré, on suppose qu'on a déjà démontré, quand on veut démontrer que la norme de xn moins xn est plus petite que dmn, on suppose qu'on l'a déjà fait pour les i et j plus petits que m et n. Et il faut aussi le savoir aux points initiaux. Et pour les points initiaux, ce qu'on utilise, c'est que de toute façon, donc, ce qui se passe entre x0 et les suivants, on utilise le fait qu'on a fixé que la distance entre moins 1 et tous les autres était égale à 1. Et 1, c'est le diamètre du convexe. D'accord? Donc en fait, sur l'initialisation, on utilise le fait qu'on est dans un convexe de diamètre 1. Et ensuite, on démontre par récurrence ces inégalités-là. Donc ça, c'est un petit calcul qui prend 4 lignes. Donc ici, je dis plus petit que dmn en prenant z optimal. Et la deuxième inégalité, elle est très claire. Donc, on écrit la définition de xn, c'est la somme des pi-n t de xi-1, et on dit que la somme des pi-n, comme pi-n est une proba, la somme des pi-n vaut 1. Donc, on écrit juste cette chose-là, et on applique à nouveau l'inégalité triangulaire. Donc, en fait, dans ces inégalités-là, on fait quelque chose qui est très bête. On applique quasiment uniquement l'inégalité triangulaire, et on obtient ces évaluations-là. D'accord? Qui sont je le répète, des bornes universelles. Les membres de droite ne dépendent pas de T et ne dépendent pas du convexe ou de l'espace sur lequel on se place. Ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est qu'en fait, ces bornes-là sont optimales. Voilà. Alors, maintenant, je l'ai beaucoup dit, donc à partir du moment où on a ces bornes-là, l'un des problèmes, ça va être d'essayer de les évaluer. D'accord?
Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de démontrer que ces, ces valeurs DMN définissent effectivement une distance sur n bar, sur n complété. Alors, pour cela, on a juste besoin de savoir que si PM, alors là c'est une faute de frappe, si PM est différent de PN, pour n différent de n, donc si ça c'est vrai pour tout n différent de n, alors on a bien une distance. Donc je rappelle, DMN est donné par cette famille de problèmes. Donc on a dit, c'est assez immédiat de démontrer que DM, par récurrence, que DMM, la distance de M à M est nulle. Assez immédiat de voir la symétrie. Maintenant, de voir que si M est différent de N, alors la distance doit être strictement positive. Ça aussi, on le fait par récurrence. Alors, on le sait, je rappelle qu'on part donc de D-1, moins 1 est égal à 0. Par contre, D-1 N, c'est égal à 1, quel que soit n positif. Donc, on sait déjà que d-1 n est non nul dès que n est différent de moins 1. Et ensuite, on raisonne par récurrence en utilisant le fait que deux probabilités, deux pi j, deux pi m ne peuvent pas être égales, ce qui signifie qu'on va devoir transporter un peu de masse d'un point i vers un point j. Et comme d'un point I vers un point J avec J différent de I. Et comme on doit faire ça, on voit que si M est différent de N, DMN doit être strictement positif, par récurrence. Si on sait le faire pour, I strictement plus petit que N et J strictement plus petit que N, on l'a pour DMN. Voilà, et donc il reste juste à voir l'inégalité triangulaire. Et l'inégalité triangulaire, elle s'obtient par des méthodes qui sont classiques en transport optimal que ceux qui connaissent, enfin, que ceux qui connaissent le transport optimal ont déjà vu. Donc, c'est ce qu'on utilise en particulier pour démontrer que les distances de Wasserstein sont des distances. Donc, pour démontrer que DMN est plus petit que DMP plus DPN, on le fait par récurrence sur L, où L est un majorant de MN et P. Et ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Donc, on a... alors, ici, on a pi M. À l'arrivée, on a pi n. Et puis, au milieu, on va avoir pi indice P. 0, 1, P. Et alors, on sait que... pardon. On sait qu'ici, on va déplacer... On peut déplacer ici optimalement, de manière optimale avec un plan de transport. Donc ici, ça va être ZI0, donc un plan de transport optimal de M à P. Et ici, on sait qu'on peut redéplacer ça avec un plan de transport optimal de P à N. Et donc, ça va être Z de 0 à J. Alors, ce qu'il faut, donc ici, on déplace de la masse des points de 0 à M vers les points de 0 à P. Et ici, on redéplace. Et ce qu'on fait, c'est que cette quantité-ci qui va de I vers 0, on la redispatche selon la probabilité, enfin selon la distribution qui est donnée ici, sachant que ça somme bien à 1. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que donc ce qu'on fait, c'est qu'on répartit avec le plan de transport optimal de M à P et on revient sur Pn avec le plan de transport de P à M. Et c'est juste une question de calcul de voir que ce plan de transport-là, Z, qui est construit de cette façon-là, donc où on somme tous ces... donc ZIJ, c'est sommer ces coefficients-là sur K, donc c'est de faire ces produits, ça fois ça divisé par le poids
de l'indice K par la probabilité P, eh bien ça, c'est un plan de transport admissible. Et pour ce plan de transport-là, on écrit que dmn est plus petit que la valeur pour ce plan de transport. On regarde ce qu'on vient de définir, on sépare les deux sommes. Alors, on utilise ici l'inégalité triangulaire. Donc ça, c'est fait par récurrence. Et ensuite, on s'aperçoit qu'on a récupéré les deux valeurs optimales pour le transport de MAP et le transport de PN. Donc ça, c'est des méthodes classiques de transport optimal. Et alors, oui, j'ai oublié de le dire. Donc le fait que ce soit des distances, ça a été démontré pour la première fois par Eigen Satic, qui est une étudiante de Bruck, à la fin des années 90. J'ai oublié la date. Excusez-moi. Et donc ça a été redémontré plus récemment par Mario Bravo et Roberto Cominetti, c'était en 2018. Voilà, au moins, enfin, pour le cas des itérations de Krasnodębski. Donc, celle de la forme πn est égal à 1 moins alpha n, πn moins 1 plus alpha n, delta n. Voilà. Et il se passe juste que la preuve marchait de manière équivalente dans le cas général. Voilà. Donc, une fois qu'on sait qu'on a des distances, eh bien, on peut voir qu'il existe on peut commencer à caractériser les plans de transport optimaux. Donc, la première chose, c'est comme la distance comme dmn est symétrique en m et n, je vais supposer la plupart du temps dans le reste de l'exposé que m est plus petit que n. Et on va dire qu'un transport est simple si on transporte le maximum de masse qu'on peut entre i et i, sachant que le transport de i à i, donc ce qu'on paye pour aller de i à i, c'est di-1, i-1, et ça, c'est égal à 0. Donc, on dira qu'un transport est simple si un transport entre πm et πn est simple si ZII, c'est le minimum de πIM et πIN pour tout i. Voilà. Alors, il se passe que comme dmn est une distance, dmn admet au moins un plan de transport optimal simple. L'idée est la suivante, on part d'un plan de transport optimal, et si on suppose qu'il n'est pas simple, ça signifie que ZII est strictement inférieur au minimum. Ça veut dire qu'il y a une petite partie, donc ici, au point I, au départ, on a πIM, et ici, on a πIN. C'est ça qu'on doit transporter, la masse qui est ici, vers toute la masse qui est répartie là. Donc, si ZII est strictement inférieur à ce minimum, ça signifie qu'il y a une partie, il y a un ZIK, qui est strictement positif. Mais de la même façon, si la masse qui est reçue ici est strictement inférieure à πIN, ça signifie qu'il y a un ZJK qui est strictement positif, alors avec I différent de K, et ici avec J différent, ZIJ strictement positif, et avec J différent de I. Et donc, ce qu'on fait, c'est que sur ce plan de transport optimal, puisqu'on a de la masse qui va de J vers I et de la masse qui va de I vers K, on retire un petit bout moins epsilon, la même quantité des deux côtés, et on la rajoute sur ces branches-là. Maintenant, si on regarde le coût global, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté di-1, di-1 fois epsilon, ça vaut 0. On a rajouté ça, et on a retranché ces deux choses-là. D'accord? On a retranché les deux choses croisées, mais maintenant, par inégalité triangulaire, dj-1 k-1, c'est plus petit que dj-1 i-1, plus di-1 k-1. Et donc, au final, on a amélioré le coût global. Et donc, on garde un plan de transport optimal.
on fait ceci jusqu'à vider, en fait, jusqu'à ramener ZII exactement à ce minimum-là. Et on fait ça pour toutes les coordonnées I, et donc on voit qu'on a un plan de transport optimal simple. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. C'est une des premières conséquences du fait qu'on a une distance. Une deuxième conséquence, c'est que si on regarde ces problèmes de transport, vu que ce sont des problèmes de transport dont le coût est une distance, on peut utiliser la formulation duale qui est celle des problèmes de transport de type Kantorowicz-Rubinstein, donc c'est des transports pour lesquels justement le coût est une distance. Et donc le DMN, ça s'écrit comme un max sur U dans Rn plus 1 de donc ici, c'est l'intégrale de U par rapport à pi moins l'intégrale de U par rapport à πn, pardon, moins l'intégrale de U par rapport à πm, sur l'ensemble des vecteurs ou des fonctions qui sont un Lipschitz. D'accord? Donc ça, c'est un cas particulier de la dualité convexe. Donc, ici, on peut l'écrire sous cette forme très particulière, avec les conditions de complémentarité qui sont les suivantes. Donc, le U en tant que fonction des entiers atteint sa constante de Lipschitz sur tous les couples IJ pour lesquels il y a un transport ZIJ qui est strictement positif. D'accord? Et a priori, la fonction U ici, elle est définie entre 0 et, alors ici, j'ai supposé à nouveau que m était plus petit que n, donc U, a priori, elle est définie sur les entiers de 0 à n, mais en fait, on peut l'étendre sur n tout entier par la formule de Maxen-Whitney. Donc, vu que U est un Lipschitz, on peut l'étendre en une fonction à Lipschitz par cette formule-là. Donc, elle est un Lipschitz sur, a priori, 0n. Et on peut l'éteindre par ce type de formule. Alors, comme U est un Lipschitz et que oui, comme U est un Lipschitz, toutes les valeurs de U sont dans un intervalle de taille 1. Et comme ici, la somme des PJN, c'est égal à la somme des PJM, c'est égal à 1, on peut faire une translation sur les valeurs de U et donc on peut se ramener dans 0. Voilà. Donc, ça, ce sont deux choses qui vont nous servir. Le problème dual a ce type de à cette forme, et on peut supposer que les solutions du dual sont définies sur tous les entiers et sont à valeur dans 0. D'accord? Et à partir de là, on peut démontrer l'exactitude des bornes. Alors, en prenant un ensemble X, un espace norme X très particulier, donc on prend I, l'ensemble des couples Mn d'entiers tels que 0 est plus petit que n, plus petit que n. On prend grand X, ce sera L infini de I, muni de la norme sup. Et on prend pour C le convexe borné, juste le cube unité de I. Donc 0,1 puissance I. Alors, ce qu'on peut démontrer dans ce cas-là, c'est que pour tout de suite Pn, donc quelle que soit la famille de probabilités qu'on prend sur grand N, il existe une application T contractante de C dans C et une suite de type, une suite obtenue par les itérations de Krasnodębski-Mann associées, telle qu'on a à la fois l'égalité xn moins xn en norme est égale à la distance de m à n, et xn moins t de xn en norme est égal au reste Rn. D'accord? Alors, ça, les premiers travaux qui ont permis d'obtenir ce genre de résultats, ce sont des travaux de Bayon et Bruck, qui sont en fait finalement à l'origine des idées que je suis en train d'exposer. Ça a été généralisé, donc ça c'est pour cette égalité-là, ça a été généralisé par Bravo et Cominetti en 2018, dans le cas où on prend les itérations de Krasnodębski. Donc nous, on l'a fait dans le cas général pour cette égalité-là.
Pardon. Et pour cette égalité-là dans le cas général, et pour cette égalité-là dans le cas où on rajoute une condition de monotonie sur laquelle je reviendrai, la condition H. Et enfin, le résultat global a été démontré par Cominetti et un de ses étudiants, Contreras, cette année également. Donc, la condition sous laquelle on a démontré l'exactitude de cette borne-là, pour ce qui nous concerne, c'est une condition de croissance. Donc, pardon. Donc, on a, si on regarde πn-1, c'est une proba sur 0n-1. πn, c'est une proba sur 0n. Ce qu'on demande, c'est que cette chose-là soit strictement positive. Et ce qu'on demande, c'est que toutes les masses ici soient plus grandes, à gauche soient plus grandes qu'à droite. Voilà, c'est ça la condition. Donc, c'est une condition de croissance-décroissance. En fait, on déplace de la masse, vers la droite, fondamentalement. C'est ça que ça dit. D'accord. Voilà, alors, je ne vais pas faire la preuve parce qu'elle est assez longue, mais l'idée est la suivante. Pour K, donc, on doit définir une application sur cet ensemble de. Donc, ça, ce sont des suites qui ont des doubles index. Et évidemment, ces suites-là, on va les prendre construites à partir des solutions du dual, parce qu'on sait que les solutions du dual, ce sont des fonctions qui sont à valeur dans 0,1. Donc, on définit YK dans 0,1 puissance I comme étant, donc YK, ça veut dire une suite. YK indice Mn, c'est la K plus ième coordonnée du potentiel optimal pour UMN pour DMN. D'accord. Donc, UMN, il est optimal pour DMN. Donc ça nous donne une suite YK. On définit XK à partir des, donc sur la même formule selon la formule qui donne les itérés de Krasnodebski-Mann. Et évidemment, une fois qu'on a utilisé cette formule, une fois qu'on a eu cette formule-là, on voit qu'on doit poser que YK, c'est l'image de XK. Et on vérifie que ça convient. Alors, pourquoi ça convient? Eh bien, en gros, ça convient grâce aux conditions d'optimalité qui permettent de démontrer l'égalité. Alors, d'abord, qui permettent de démontrer que T, ainsi défini, va être une contraction, et ensuite que XK va satisfaire ces égalités-là. Alors, une fois qu'on a, donc là, on a défini T que sur une suite dans C, on peut l'étendre à une contraction sur tout C, et qui a un point fixe parce qu'il se passe que C est un espace hyperconvexe. Voilà, et donc ce sont des résultats qui sont dus à Ciné et Soardi en 79, qui font que. Alors, ça, c'est l'existence d'un point fixe, et le fait qu'on peut étendre T, ce sont des vieux résultats de Aaron Sayin et Panish. Je suis obligé de Panish Pakdi dans les années en 56. Voilà. Donc ça permet de fabriquer un exemple T pour lequel on a égalité. Et donc les bornes qui sont écrites sont des bornes optimales. D'accord. Donc si on applique ça, par exemple, aux itérations de Krasnodebski, alors les itérations de Krasnodebski, je rappelle, c'est donné par xn est égal à 1 moins alpha n xn-1 plus alpha nt xn-1. Dans ce cas-là, ici, la famille πn, elle est donnée sous cette forme. Et maintenant, l'hypothèse H, l'hypothèse de décalage vers la droite dont je parlais tout à l'heure, de la masse, elle est forcément vérifiée, vu que ici, on multiplie, donc alpha n est dans 0,1, évidemment, on va avoir automatiquement l'hypothèse H qui sera vérifiée.
Et à partir du moment où l'hypothèse H est vérifiée, c'est très facile de calculer, par exemple, la distance de n à n plus 1. Alors, pourquoi c'est facile? Donc, je crois que je l'avais déjà fait. Ouais. Je vais le refaire ici. Donc, on a 0n, 0n et n plus 1. Donc ici, j'ai pi n plus 1. Alors, d'abord, on sait qu'on aura un transport simple. Donc ici, on va transporter exactement la masse qu'on attend. Donc ici, on va transporter pi 0 n plus 1, etc. jusqu'à pi n plus 1. Et ici, on sait qu'il y a un peu de masse à obtenir. Et donc, il va rester... Donc, il y a une partie de la masse qui est ici qui va aller là. Donc, on sait que la masse qui est ici est plus grande que celle-là. Ça, c'est vrai de 0 à n. Et donc, il reste potentiellement de la masse. Et la masse qui reste, on l'envoie vers n plus 1. Ça, c'est le seul transport simple qui va de pi n à pi n plus 1. Comme on sait que dn plus 1 a un transport simple qui est solution, qui est optimal, on sait que ce transport-là est optimal. Ce transport-là étant optimal, on obtient que dn plus 1 vérifie cette égalité-là. Vu la forme des pi, on obtient que dn plus 1 c'est égal à alpha n plus 1 fois la somme des pi di moins 1 n. Et donc, ça, c'est égal à alpha n plus 1 Rn. Et le Rn étant la borne qu'on trouve sur la différence entre xn et t2xn. Sur la norme de xn et montée de xn. Et donc, on retrouve des résultats qui avaient été obtenus par Community, Soto, Weissman, Bayon-Bruck et Bravo Community, qui disaient que cette chose-là était plus petite que dn sur la distance n plus 1 sur alpha n plus 1. Alors, ça, c'est ce qu'on retrouve. Et il se passe que, donc, ce qu'avaient démontré ces auteurs-là, c'est que cette chose-là, donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait nous, cette quantité-là est plus petite que le diamètre de C. Alors, dans notre cas, ça vaut 1, mais si vous ouvrez les deux premiers articles, c'est le diamètre de C qui va apparaître, divisé par racine de pi, la somme des alpha k moins alpha k. Voilà. Alors, donc, Bayon et Bruck avaient traité le cas alpha k constant. Community, Soto, Weissman ont traité, il me semble, ils ont traité le cas général, et Bravo Community ont obtenu le fait que la constante optimale racine de pi. Voilà. En particulier, pour alpha k égale alpha, donc ici, alpha k fois 1 moins alpha k, c'est une constante, et donc on obtient que Rn, c'est un grand taux de 1 sur racine de n. Voilà. Donc ça, c'est pour les itérations de Krasnodębski. Pour les itérations de Halpern, alors si on revient aux itérations de Halpern, elles ont cette forme-là. Ici, pi n, elle est très simple, c'est juste pi 0n est égal à 1 moins bêta n, et pi n est égal à bêta n. Et donc, on peut calculer très facilement le majorant Rn, qui est égal à cette formule-là. On voit que c'est 1 moins bêta n plus bêta n dn moins 1 n. Et alors, ici, une fois qu'on a fait ça, si on veut appliquer le résultat précédent et qu'on suppose que l'hypothèse H, donc de décalage vers la droite, est vérifiée, si l'hypothèse H est vérifiée, on obtient immédiatement que bêta n doit être décroissante, vu que ce qui est en 0 pour pi n doit être plus grand que ce qui est en 0 pour pi n plus 1. Et dans ce cas, une fois qu'on sait ça, on peut démontrer que Rn, on peut obtenir une formule explicite pour Rn. Alors, explicite, elle est un peu compliquée, mais elle est explicite. Rn, c'est une somme de 1 moins bêta i carré, donc ça on connaît, fois des facteurs bi plus 1n, et bi plus 1n, c'est le produit des bk pour k variant de i à n, avec quelques initialisations. Donc ça, c'est un calcul qu'on peut faire. Et alors, en particulier, si on regarde ce qui se passe pour bêta
n est égal à n sur n plus 1, donc il y a un choix classique, on obtient que xn moins t de xn, c'est plus petit que Rn, et Rn, dans ce cas-là, est exactement égal à Hn plus 1 sur n plus 1, où Hn, c'est la somme de la série harmonique jusqu'à n. D'accord? Donc ça, c'est un grand taux de log de n sur n. Alors, donc, ce qu'on a démontré, le théorème que j'ai énoncé précédemment, dit que cette borne-là est optimale, au sens où on peut construire un t pour lequel on aura égalité avec Hn plus 1 sur n plus 1. Donc, on aura un comportement du type log de n sur n. Or, un résultat récent de Leader, en fait, qui a été publié cette année, permet d'obtenir une borne du type grand O de 1 sur n dans le cas où grand X est un espace de Hilbert. Voilà. Alors, il se passe que l'exemple que j'ai donné pour lequel la borne est atteinte exactement, il n'est évidemment pas donné dans un cadre hilbertien. Donc, les deux résultats ne sont pas contradictoires. C'est juste que dans un cadre hilbertien, cette majoration par Rn n'est pas du tout optimale. Par contre, elle est optimale dans un cadre non hilbertien, juste normé. Voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, en fait, c'est qu'on peut retrouver une majoration du type grand O de 1 sur n, donc ce qui a été obtenu par Leader dans le cas hilbertien, en changeant un tout petit peu bêta n. Donc là, à nouveau, ce qui est bien, c'est qu'on a une formule explicite, et donc on peut effectivement faire des tests, et on s'aperçoit que dans ce cas-là, n sur n plus 2 est un très bon choix, parce que ça va nous donner exactement cette valeur-là, et cette valeur-là, elle nous dit que le reste Rn, ou le majorant Rn, est de l'ordre de 1 sur n, exactement le résultat obtenu par Leader. D'accord? Donc, voilà le type de choses qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on se donne une famille Pn, on peut espérer calculer de manière effective les restes Rn et les DMN. Et alors, pour aller un peu plus loin, donc pour le faire effectivement, donc calculer de manière effective, ça demande de résoudre des problèmes de transport optimal qui sont emboîtés. Et on ne peut pas calculer DMN avec n grand, n et m grand, sans avoir calculé tous les précédents. Donc évidemment, ça, ce n'est pas, a priori, ce n'est pas faisable dans la pratique pour des grandes valeurs de n, à moins d'avoir plus d'informations sur les DMN. Et donc, c'est à ça que je vais passer. Alors, donc, à nouveau, si on suppose qu'on a donc, deux propriétés, je vais énoncer deux propriétés supplémentaires. D'abord, les DMN sont monotones. Alors, monotone, dans quel sens? Donc, si on suppose l'hypothèse H, donc déplacement vers la droite, alors pour m plus petit que n, on a deux choses. DMN est décroissante en m et DMN est croissante en n. D'accord? Donc, l'idée est la suivante. Alors, je vais essayer de ne pas trop traîner. Donc, on fait ça par récurrence. Donc, on suppose qu'on fait ça par récurrence sur n. Et on suppose que DIJ est plus petit que DI-1J pour tous les I plus petit que J, strictement plus petit que N. Et on veut démontrer cette inégalité-là. Eh bien, on fait ça de la façon suivante. On part. Alors, on veut démontrer ça. Donc, la première chose, donc ici, on a. Pardon. Pm. Là, on a Pn. On sait qu'on aura un transport simple. Donc ici, on sait qu'on va transporter. Alors, on sait qu'on va transporter pi n0. Donc ici, il n'y aura plus rien à transporter. On va transporter comme ça horizontalement. Et ensuite, ce qu'on fera, une fois qu'on a fait tout ça, il va nous rester. Donc, pardon. L'idée, ça va être de transformer un plan de transport optimal pour
dm-1n, donc je devrais m'arrêter ici, et de le transformer en plan de transport optimal pour dmn, tout en le diminuant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'ici, quand on part de pi 0, donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici, au départ, il y a pi m et pi m-1. Et pi m-1 est plus grand que pi m. Donc, il y a de la masse qui va partir de i en trop vers j, et cette masse-là, on la redéplace vers m. Et ce faisant, c'est juste un calcul de voir que, par récurrence, de voir que ces transformations-là vont permettre de baisser le coût tout en construisant un plan de transport simple qui sera optimal. Voilà, je ne rentre pas forcément plus dans les détails. Juste une question assez naturelle par rapport à l'hypothèse qu'on a. Donc, on a besoin quand même de l'hypothèse de savoir qu'on a H, donc de savoir qu'on a une forme de monotonie sur les probabilités sur 0n. Et si on remplace juste ce décalage à droite par quelque chose d'un peu plus faible, qui est de dire, au lieu de demander que pi in est plus petit que pi in plus 1, quel que soit i dans 0n, on remplace ça par la somme pour i plus grand que k est plus petite que des pi n est plus petite que la somme pour i plus grand que k des pi n plus 1. Et si on fait juste ça, en fait, la propriété de monotonie devient fausse, donc avec un exemple explicite qui a été fourni par Roberto. Donc, voilà, on définit une suite, on a besoin juste de 5 des 5 premiers éléments de la suite. On a une contradiction à la monotonie. D3,5 est plus grand que D4,5. D'accord? Donc, en fait, la propriété de monotonie n'est pas du tout une évidence, alors que pourtant, elle paraît assez naturelle. Et on a une autre propriété de ces distances, qui est l'inégalité quadrangulaire. Alors, l'inégalité de convexité quadrangulaire. Alors, à nouveau, on suppose H et on démontre la chose suivante, c'est qu'il est plus économique de déplacer J vers K et de déplacer I vers L que de déplacer I vers K et de déplacer J vers L quand I, J et K, J, I, J, K, L sont dans cet ordre-là. D'accord? Donc, ce qu'il faut. Alors, cette inégalité-là, elle ressemble beaucoup à ce qu'on connaît en transport optimal quand on regarde des problèmes de transport associés à des coûts qui sont des fonctions concaves de la distance euclidienne. D'accord? Dans ce cas-là, on a ce type d'inégalité. Et alors, il se passe que ça, ce sont aussi des inégalités qui ont été obtenues par. Alors, ça vient d'idées de Bayon et Bruck qui proposaient d'utiliser ce genre de propriétés pour essayer de construire des plans de transport admissibles. L'inégalité quadrangulaire a été démontrée par Eigensatic dans le cas très particulier des itérations de Krasnodębski. Et ça a été peut-être. Excusez-moi. Oui, j'ai pas mis de biblio. Donc ça a été démontré, cette inégalité-là, dans le cas des itérations de Krasnodębski pour alpha n plus grand que 1,5 par Bayon et par Bravo et Cominetti en 2018. Voilà. Alors. Pour l'instant, alors je ne vais pas démontrer cette inégalité, mais juste définir une notion de plan de transport, donc un plan de transport Z, il manque le transport, et d'y imbriquer si, quand on a IJKL dans cet ordre, alors on a soit ZIK qui est égal à 0, c'est-à-dire soit on ne transporte rien de I vers K, soit on ne transporte rien de J vers L. Et il se passe que si l'inégalité quadrangulaire est vraie, alors chaque DMN admet un transport simple et imbriqué.
Et donc, l'idée, c'est de partir d'un transport simple qui est solution et de dire que si ce transport simple n'est pas imbriqué, ça veut dire qu'il y a 4 points IJKL tels qu'on a ZIK et ZJL qui sont strictement positifs. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une quantité strictement positive qui va de I vers K et une autre strictement positive de J vers N. Et ce qu'on fait, c'est qu'on enlève epsilon donc, au transport de I vers K et on le met de I vers L et on enlève epsilon de J vers L pour ne pas avoir trop de masse qui arrive en L et on l'envoie de J vers K et on s'aperçoit que ça, à cause de l'inégalité quadrangulaire, convexe quadrangulaire, ça doit encore être optimal. Et donc ça nous dit que DMN est atteint pour un transport qui est simple et imbriqué. Or, un transport simple et imbriqué, c'est très facile à construire. Donc ici, on part de πn, ici, on arrive à πn. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on transporte exactement π0n, parce qu'on est dans l'hypothèse H, donc on est dans l'hypothèse de décalage vers la droite. Donc on sait que la masse qui est ici est plus petite que la masse qui est là. Ici, on a pi mn. Et ensuite, normalement, il doit rester de la masse ici. Et ce qui reste comme masse, bien, on l'envoie là. Et s'il en reste encore, donc on l'envoie de façon croissante, de cette façon, enfin, de m vers, enfin, d'abord vers m, puis m plus 1, m plus 2, etc., jusqu'à un point J. Et une fois qu'on a épuisé toute la masse qui était là, eh bien, on recommence avec le point suivant, m-1. On complète ce qui avait à J et on continue. Et de cette façon-là, on est en train de fabriquer un transport imbriqué. En fait, on est en train de fabriquer le seul transport imbriqué et on remonte comme ça jusqu'à avoir tout épuisé, jusqu'à 0, qui normalement a encore de la masse, et toute sa masse va être envoyée vers les derniers. Et donc, ça permet de construire très facilement l'unique transport simple imbriqué. Et une fois qu'on a cette chose-là, finalement, la résolution des DMN est évidente vu qu'on a la solution. Alors, je ne vais pas démontrer l'inégalité quadrangulaire, mais ça permet de faire des calculs explicites pour les DMN dans un tas de cas. Alors, je donne très rapidement 3 cas simples. Donc, ce qui se passe d'abord quand on prend le cas le plus simple. Si on prend, pour tout n, on prend πn la masse de Dirac au point n. Alors, dans ce cas-là, les distances DMN qu'on est en train de définir, ce sont les distances triviales. La distance de m à n, c'est 1 si m est différent de n, et puis 0 sinon. Maintenant, le deuxième cas le plus simple, c'est imaginons qu'on prend pour πn 1 moins alpha delta n moins 1 plus alpha delta n. Avec, par exemple, alpha supérieur ou égal à... Alors, c'est pas par exemple, c'est alpha supérieur ou égal à 1,5, ça c'est pour H, pour vérifier H. Alors, si on regarde ce qu'on obtient pour la distance, alors ici, ce qui est donné dans cette figure, c'est la chose suivante. Ce sont les distances de 7 à n comme fonction de alpha pour n variant de 0 à 17. Donc ici, ça c'est n égale 0. Donc ici, vous avez n égale 1, n égale 2, n égale 3, 4, 5, 6. Ça c'est n égale 7. Évidemment, la distance de 7 à 7 est égale à 0. Ensuite, vous arrivez jusque là, et là, vous avez n égale 16, n égale 17. D'accord? Et ensuite, à partir de n égale 16, toutes les distances sont égales à 1. Et vous voyez que, alors on a un résultat qui est assez marrant, qui est que les degrés de ces polynômes augmentent linéairement. Donc ici, on a n égale 3. Donc là, le polynôme, il est de degré finalement n plus 3. Ça marche jusqu'à n égale 6. Et à partir de n égale 8, eh bien, le polynôme reste de degré constant égal à 8. Voilà. Donc, on ne sait pas dire grand-chose sur ces familles-là. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que si on fait attention, il y a très peu de différence entre πn et entre le premier cas et le deuxième cas. On a juste fait un petit changement et le problème devient beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc, a priori, ces distances-là ont un comportement assez erratique, en tout cas assez instable vis-à-vis des distributions πn qu'on prend.
Un dernier cas qui est assez, naturel, c'est qu'est-ce qui se passe si pour Pn, pour chaque n, on prend pour Pn la distribution uniforme, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 pour i variant entre 0 et n. Alors, on peut voir qu'on est dans un cas particulier d'une méthode de Krasnodębski, sauf qu'ici, on a un alpha n qui n'est pas constant, et alpha n qui vaut 1 sur n plus 1. Donc ici, alpha n tend vers 0. Et dans ce cas, on peut faire le calcul explicitement. Dans ce cas-là, on trouve que Rn est égal à cette chose-là. Et ça, c'est de l'ordre de 1 sur racine de log de n. Alors, il semblerait numériquement que cet ordre de grandeur-là soit raisonnable. C'est-à-dire que jusqu'à n égale 500, on a l'impression que Rn se comportait effectivement de cette façon-là. Voilà. Un autre cas qui est intéressant, c'est évidemment les méthodes de Krasnodębski dans le cas général, avec un alpha fixé. Alors, Bravo et Cominetti, en 2018, avaient étudié le cas alpha plus grand que 1,5, parce que dans ce cas-là, l'inégalité quadrangulaire était relativement, pas facile, mais relativement simple à démontrer. Et donc ici, on peut généraliser à tous les alphas. Et bon, voilà, on a aussi plein de questions ouvertes sur ces comportements. Je vais m'arrêter là. Merci Thierry pour cet exposé vraiment très joli.